Bonjour et bienvenue à tous dans Sciences Publiques. Merci pour votre fidélité aux émissions de sciences sur France Culture. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. L'eau que nous buvons est-elle potable ? La question peut paraître saugrenue. À l'évidence, la facture que nous réglons à notre fournisseur d'eau, tel qu'un syndicat intercommunal d'addiction d'eau potable, concerne bien de l'eau potable, c'est-à-dire propre à la consommation humaine. D'où la surprise de certains d'entre vous qui, comme moi, ont reçu avec leur facture une page intitulée « Quelle eau buvons-nous ?» et signée par l'Agence régionale de santé, l'ARS. Cette page indique en conclusion, dans mon cas en tout cas, que, je cite, « l'eau de votre réseau est toujours déclarée non conforme en vue de la consommation humaine ». Fin de citation. En cause, une teneur moyenne en arsenic de 11 microgrammes par litre, supérieure à la valeur limite admissible de 10 microgrammes par litre. Ainsi donc, l'eau qui coule de mon robinet n'est pas potable. De quoi être saisi d'une certaine surprise, d'autant que l'eau ainsi distribuée reste au prix de l'eau potable. Il est non seulement impossible de la boire, mais de l'utiliser pour faire de la soupe, des pâtes ou de la purée. En fait, ce n'est simplement pas de chance. Selon le ministère de l'écologie, 96,8% de la population française est alimentée avec une eau conforme en permanence aux normes de qualité. Vraiment pas de chance, donc néanmoins, lorsque l'eau est déclarée conforme, cela ne signifie pas qu'elle est exempte de toute molécule plus ou moins indésirable. Ainsi, l'enquête réalisée en avril 2013 par le magazine 60 millions de consommateurs, en partenariat avec l'association France Liberté, montre que 8 sur 10 des prélèvements réalisés contiennent de 1 à 4 des 85 molécules recherchées. L'eau en bouteille, beaucoup plus chère, n'est pas pour autant d'une pureté sans tache. Sur les 47 échantillons analysés par 60 millions de consommateurs, 10 présentaient des contaminations. Comment se fait-il que malgré les traitements destinés à la rendre potable, l'eau du robinet puisse se retrouver impropre à la consommation humaine ? Quel est le circuit des molécules de contaminants provenant de pesticides ou de médicaments que l'on retrouve dans les eaux du robinet et dans certaines bouteilles ? Comment fonctionne le millier de dérogations accordées par les préfets à plus de 400 communes en France afin qu'elles puissent distribuer de l'eau dépassant les seules limites en nitrate, arsenic, atrazine, glyphosate et autres polluants ? Pourquoi l'eau est-elle potable dans certains départements alors que dans d'autres elle ne l'est pas ? L'information du public sur la qualité de l'eau du robinet ou en bouteille est-elle suffisante ? Pour aborder ces questions en ce mois de juillet où la température devient enfin estivale et où nous allons donc boire beaucoup plus, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio, Agathe Zen, anthropologue chargée de recherche au CNRS au sein du laboratoire Technique, Territoire et Société. Et Agathe Zen est co-auteur de l'ouvrage collectif Tout savoir sur l'eau du robinet, publié cette année par CNRS Éditions, et dont Yves Lévy est l'autre co-auteur. Yves Lévy est professeur de santé publique environnement à la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Sud. Emmanuel Poilane est directeur général de la Fondation Daniel Mitterrand France Liberté, et Sylvain Victor est chef de service eau souterraine et agriculture à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Emmanuel Poilane, bonjour. Bonjour. Donc pour lancer ce débat, pouvez-vous nous résumer les points qui vous ont paru les plus marquants au sein des résultats de cette enquête sur la qualité de l'eau que vous avez réalisée avec 60 millions de consommateurs ? Non, ce qui nous semble le plus marquant, c'est l'impact de l'activité humaine sur la ressource en eau. Et pendant longtemps, on a cru que sur le petit cycle de l'eau, entre le moment où on puise l'eau et le moment où on la rejette dans la nature, on avait la capacité de la rendre dans un état très correct et de l'avoir dans un état très correct. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, un petit peu partout, on a une qualité de la ressource en eau dans notre pays qui se dégrade de par l'activité humaine, avec notamment, même si ce sont des doses infinitésimales, la problématique des médicaments qui grandit,
Et toujours la problématique des pesticides qui reste très présent. Je pense notamment à l'atrazine, qui est interdite en France depuis 2003 et qu'on trouve encore un petit peu partout. Et donc, on voit que le temps de l'eau n'est pas le temps de l'homme et donc il faut qu'on s'intéresse à faire en sorte de protéger la ressource en eau de façon plus forte, comme c'est fait dans certaines villes en France et ailleurs. Et imaginer qu'on ait une vraie protection de la ressource en eau dans notre pays pour que l'eau reste potable. Alors justement, on va revenir sur les raisons de cette dégradation. Agathe Zen, bonjour. Bonjour. Donc vous avez mobilisé une trentaine presque d'auteurs pour réaliser avec Yves Lévy cet ouvrage de 250 pages intitulé « Tout savoir sur l'eau du robinet ». Cela semble prouver que tout ne coule pas de source dans ce domaine, si je puis dire. Pourquoi vous êtes engagé dans une telle entreprise ? L'eau du robinet, a priori, c'est quelque chose qui ne pose pas problème. Alors effectivement, ça semble banal d'ouvrir son robinet, de boire un verre d'eau de façon quotidienne. Or, il s'avère que finalement, on ne sait absolument pas ce qu'il y a derrière le robinet. J'ai mené en tant qu'anthropologue donc un certain nombre de recherches auprès des consommateurs pour connaître leur perception et leur présentation de l'eau et comment ça se traduit dans les pratiques de la vie quotidienne. Or, il s'avère que personne ou très peu de personnes n'a de connaissances réelles quant à l'eau qu'ils consomment. La preuve en est qu'un certain nombre d'enquêtes sont réalisées, révèlent le fait que les normes peuvent être dépassées. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est vraiment dangereux pour la santé ? C'est pas si sûr. Et je pense que Yves Lévy pourra évoquer la question. Et donc du coup, finalement, l'information relative à l'eau du robinet est particulièrement disparate. Elle apparaît souvent quand il y a une crise ou elle fait l'objet de lobbies. Et donc, il était extrêmement important pour nous d'associer des scientifiques pour avoir une présentation de ce que peut représenter l'eau du robinet, de la complexité finalement de la production de l'eau du robinet qui s'intègre dans l'ensemble d'un cycle. Donc on parle de l'eau brute, de la production d'eau potable jusqu'à la distribution et la consommation, pour avoir une vision claire et objective pour le consommateur. Donc un recueil d'ensemble d'articles, une quarantaine d'articles, chacun introduit par un mot-clé. Ça va de acteurs à usage, ça passe par pesticides, nitrates, santé, maladies, gestion, risques, acteurs, etc. C'est un peu le dictionnaire de l'eau. C'est un peu un dictionnaire un peu plus complet qu'un dictionnaire, on va dire. Ça n'a pas non plus la vocation d'être complètement plus exhaustif, mais tout au moins d'offrir un certain nombre de réponses pour comprendre ce qu'on a derrière le robinet. Alors Yves Lévy, bonjour. Justement, vous, c'est la partie médicale. Est-ce que cette ignorance de ce qui sort de notre robinet peut avoir un impact sanitaire ? Non, la problématique de l'eau est toujours quelque chose d'assez étonnant parce que c'est quelque chose de magique, l'eau. Elle baigne à travers la culture, l'histoire, les religions et la pureté, la purification. Donc on veut donner à l'eau quelque chose de merveilleux qui serait un peu cette eau qui tombe du ciel, exempte de tout polluant et qui devrait être parfaite pour tout et même parfois que certains envisagent même gratuite pour tout le monde, ce qui n'est plus possible. Elle a quand même un côté vital pour l'homme qui est particulier. Elle est indispensable, c'est-à-dire qu'on peut arrêter de manger pendant une dizaine de jours, arrêter de boire, au bout de 3 jours, ce n'est plus possible. Donc, c'est cet élément vital pour tout le monde. D'ailleurs, nous sommes tous issus de l'eau, puisque nous naissons dans l'eau. Qui fait que, beaucoup. Autour de tout ça, on va parler beaucoup de la problématique des contaminants dans l'eau, en oubliant tous les contaminants qui peuvent exister aussi dans notre vie quotidienne, autour de l'alimentation, de l'air, de toute la pollution. Donc, cette révélation aujourd'hui d'une planète qui a été totalement polluée par les activités humaines depuis les années 60, enfin les 50-60, est quelque chose qui est devenu monstrueux à l'échelle de la planète. On parle beaucoup des grands changements globaux climatiques. Il y a quand même un grand changement dans l'histoire de notre planète qui est des déversements, enfin cette répartition de micropolluants partout sur la planète. Or, à chaque fois qu'on parle de ces problèmes de contamination, tout revient vers l'eau, parce que d'une part, l'eau est aussi le réceptacle de nos déchets, mais il y a aussi ce côté un petit peu magique qu'on voudrait donner à l'eau. Et aujourd'hui, il faut absolument que les gens se rendent compte de l'ensemble des apports qui peuvent arriver sur les 24 heures de la vie que nous avons dans une journée, en termes d'apports de contaminants qui nous proviennent de l'air, de l'eau, des aliments, des cosmétiques, et qui sont susceptibles d'induire des problèmes pour la santé.
Alors aujourd'hui, on va quand même se focaliser un petit peu sur l'eau, même si, comme vous le dites, c'est une partie dans un ensemble. Sylvain Victor, bonjour. Bonjour. Donc vous, cette eau du robinet, bien entendu, elle vient de stations de traitement la plupart du temps, mais au-delà de ces stations de traitement, l'eau existe déjà, et donc son origine a une importance très, très grande en matière de composition et aussi des polluants, de la présence de ces polluants dont on parle dans l'eau finale. Oui, tout à fait. Globalement, c'est vrai qu'à partir du moment où on ouvre son robinet, on a l'impression que c'est un geste banal et on ne voit pas ce qui se passe derrière. Moi, je fais partie des petites mains qui travaillent derrière pour essayer de faire que l'eau du robinet arrive effectivement avec une bonne qualité et en quantité suffisante aussi. Et il faut bien voir que quand on se promène dans son environnement, on va dire les rivières et puis toute la pluie qui peut tomber et qui va réalimenter les nappes, enfin c'est cette eau-là qui, à un moment ou à un autre, va se retrouver à notre robinet. Et donc entre deux, il y a effectivement l'interface du sol sur lequel il y a toutes les activités humaines. Et les activités humaines, comme Yves Lévy l'a dit, on est passé de l'artisanat à l'industrie, des paysans aux exploitants agricoles. On va dire nos techniques ont évolué et l'ensemble des produits qu'on utilise s'est démultiplié. Et malheureusement, il y a toujours des fuites, quoi. Et ces fuites-là, on peut les retrouver dans les ressources en eau, donc dans les rivières ou dans les eaux souterraines. Et à un moment ou à un autre, on va les pomper et on peut les retrouver au robinet, quoi. Alors naïvement, on pense que les stations de traitement de l'eau sont là pour ça et sont là pour faire un filtre entre cette source polluée par toutes les activités dont vous voulez parler et le robinet. Le premier filtre, c'est le sol. C'est-à-dire que quand l'eau de pluie va tomber sur le sol, vous avez des nappes qui vont se trouver à 30, 50 ou 80 mètres de profondeur, voire même à 200 mètres. Vous avez toute cette épaisseur qui va retenir un certain nombre de polluants. Mais il y en a certains qui transitent quand même jusqu'à la nappe. Et ensuite, lorsqu'il y a une usine de pompage, on va dire le traitement minimum qui est fait, c'est la chloration. Et puis après, suivant les détections de polluants qu'on peut trouver, il peut y avoir des traitements un peu plus poussés. Mais globalement, on ne met pas des traitements poussés partout. Le but, c'est d'avoir une eau brute, donc celle qui se trouve dans le milieu naturel la plus propre possible, de façon à ce qu'il y ait uniquement la chloration qui soit nécessaire. Alors justement, Emmanuel Poilane, comment expliquer ou c'est peut-être simplement le reflet de ce que vient de nous expliquer Sylvain Victor, que certaines municipalités distribuent l'eau propre, en tout cas conforme aux normes en vigueur, et d'autres pas? Je pense qu'il y a différentes approches. C'est effectivement toute la problématique de la complexité qu'on regarde sur l'eau. Et je vais citer trois exemples. Le premier exemple, c'est Grenoble, qui a la chance d'avoir une qualité en eau exceptionnelle, mais qui depuis une centaine d'années fait un travail très important de protection de ces zones de captage pour être sûr de ne pas avoir de dégradation de la ressource en eau. Donc ça, évidemment, c'est facile pour eux, mais c'est fait de façon très consciencieuse et très intéressante. Le deuxième exemple, c'est Paris, qui se trouve dans une zone où c'est compliqué d'avoir une ressource en eau de bonne qualité, avec de l'agriculture dans les zones périphériques qui amènent quand même des pollutions, mais un vrai travail sur le long terme de protéger les zones de captage, d'amener de l'agriculture agroécologique sur ces sites, de faire prendre conscience aux citoyens qu'il est possible de faire autrement. On n'est pas obligé de mettre des pesticides sur tous les trottoirs pour qu'ils soient bien entretenus, qu'on peut aussi avoir un petit peu d'herbe sur les trottoirs, que ça n'est pas très, très, très grave. Et donc, on a un travail qui est en amélioration de la ressource en eau. Et puis enfin, on a la Bretagne qui a fait des choix très technologiques pour traiter de façon de plus en plus complexe une ressource en eau qui est de plus en plus dégradée. Et on n'a pas de dérogation aux normes de potabilité en Bretagne, mais on a un arsenal d'interconnexion des réseaux, de mélange des eaux, etc., pour arriver à un niveau de pollution qui est compatible avec les normes. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'il y a une ressource en eau qui se dégrade toujours, avec des points de captage qui sont fermés régulièrement en Bretagne. Et on prend l'exemple du Morbihan, où dans le Morbihan, il reste 3 points de captage pour l'ensemble du département, alors normalement, on a plutôt 1 ou 2 points de captage par commune. Donc ces réflexions complexes doivent être menées pour avoir
quelque chose de plus global. Et dans ce cadre-là, ce qui nous intéresse, nous, avec l'ambition de la grande enquête que vous pouvez retrouver sur le site internet prisdel'eau.fr, c'est comment les citoyens, en participant à l'information sur leur service de l'eau, sont à même de faire que les politiques s'intéressent différemment à leurs ressources en eau pour regarder quelque chose de plus global et de plus constructif. Alors il y a un lien, comme le souffle Marie Dalquier dans le casque, il y a un lien avec cette étude sur notre site. Je remarque dans la carte que vous avez publiée, c'est-à-dire que ce qui est original dans votre étude, c'est qu'elle a abouti à cette carte des dérogations sur l'ensemble du territoire français, où on voit que, comme vous le dites, Paris est particulièrement exempt de dérogations, mais un département tout proche, la Seine-et-Marne, est lui celui qui en a le plus, puisqu'il y en a plus de 30 dans ce seul département. Et donc ça montre la diversité des situations, et la carte de France montre qu'il y a vraiment des régions comme la Normandie apparemment qui est pas mal touchée, et puis aussi dans le sud-ouest autour de Bordeaux, la Garonne, la Gironde, Lot-et-Garonne, etc. Alors peut-être Sylvain Victor, ces points de captage dont on parle ne sont pas forcément tous connus par nos auditeurs. D'où vient, où est-ce que l'on capte l'eau qui va finir par arriver à notre robinet? Eh bien, globalement, en France, vous avez à peu près 30 ou 34 000 points de captage. Une majorité est faite dans les ressources en eau souterraine, parce que globalement, c'est les ressources qui sont les plus faciles à protéger, vu qu'elles elles ne sont pas à la surface. Hein. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont faits en rivière aussi. Et là, la France, globalement, elle n'est pas dotée des mêmes, on va dire, des mêmes réservoirs. Vous avez la partie bretonne, effectivement, où c'est plus du granit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de ressources souterraines jetons sous les pieds parce que la roche est dure, l'eau ne traverse pas, et donc l'eau est plutôt pompée dans les rivières. Et comme les rivières sont un peu plus sensibles aux pollutions qui se passent en surface, effectivement, les Bretons ont quelques soucis avec notamment les nitrates qui sont assez présents là-bas. Sauf que d'après la carte, ils n'ont pas besoin de dérogation. Alors ça veut dire que c'est ça qui justement c'est comme peut être paradoxal. Comme il expliquait tout à l'heure, c'est qu'on peut faire de l'interconnexion au niveau si vous avez une ressource qui a un peu plus de 50 et puis une ressource qui a 40, vous mélangez les deux, vous arrivez à 45 et vous êtes en dessous les normes. Et donc vous n'avez pas besoin de dérogation pour l'utiliser. Donc ça, c'est des moyens, mais c'est certain que c'est un peu une fuite en avant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tout passe à plus de 50, avec quoi on va mélanger pour descendre en dessous? Donc c'est un petit peu le souci. Et sachant, comme il expliquait aussi, c'est que le domaine de l'écologie ou de l'environnement est un temps long. Lorsqu'on pollue une nappe, vous avez, on va dire, le renouvellement d'une nappe peut prendre 50 ou 100 ans. C'est-à-dire que quand une pollution arrive dedans, à moins d'essayer de pomper tout le réservoir de la nappe, et on va dire que c'est plutôt infaisable, il faut attendre que le nuage de pollution soit dilué et ressorte par les sources, et qui va d'ailleurs polluer les rivières. Yves Lévy. Oui, c'est là qu'il est important parce que de rappeler la problématique de ce qu'est une eau potable. Parce que finalement, le mot potable donne le sentiment à tout le monde qu'il n'y a que deux catégories d'eau. Et on définit en fait dans la réglementation une eau destinée à la consommation humaine. Et cette eau, elle doit satisfaire des paramètres qui sont fixés au niveau européen. Donc il n'est pas question de vouloir évoquer éventuellement une situation franco-française. Ces normes sont établies par des toxicologues, des spécialistes européens qui se réunissent en réunion de consensus avec toute une série de parties prenantes et qui, tous les 4 ou 5 ans, réexaminent les données pour définir une liste de paramètres qu'il va falloir analyser et qui vont permettre de définir une eau potable. Donc la réglementation définit les paramètres, définit les fréquences de mesure, etc. Et la réglementation autorise des dérogations lorsque, par hasard, la norme est très légèrement dépassée et ne fait courir aucun risque à la population, et que par ailleurs, il n'y a pas d'alternative, ou que l'alternative va demander plusieurs années à cause du coût de l'installation, de la création de l'usine, etc. Donc la réglementation européenne autorise 2 dérogations de 3 ans successives si nécessaire, à partir duquel le pays doit se mettre en conformité. Donc voilà, quand on a une grande réunion de spécialistes mondiaux qui se déroule aussi bien aux États-Unis, en Europe, en Australie, et que tout le monde définit une valeur limite réglementaire, par exemple, on parlait de l'arsenic à 10 microgrammes par litre, ces experts savent donner une marge de mesure suffisante pour dire si on passe à 10,1 ou 10,2, c'est pas pour autant que la population va avoir un risque sanitaire. Et par conséquent, un léger dépassement ne pose pas de problème.
Je vous rappelle que vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio et que nous débattons aujourd'hui autour de la question « L'eau que nous buvons est-elle potable ?» avec nos invités Agathe Zen, anthropologue chargée de recherche au CNRS, Yves Lévy, professeur de santé publique, environnement, Emmanuel Poilane, directeur général de la Fondation Daniel Mitterrand France Liberté et Sylvain Victor, chef de service eau souterraine et agriculture à l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Emmanuel Poilane. Sur la question des normes, ce qui est important, c'est qu'on ne prenne pas des habitudes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un critère qui n'entre pas dans les normes de potabilité, ce sont les résidus de médicaments. Donc, on sait qu'ils sont en très faible proportion. Ce n'est pas quelque chose qui aujourd'hui est dangereux pour la santé, mais c'est quand même un vrai sujet de réflexion sur le futur. Et le fait qu'on ne mette pas en place une norme, c'est-à-dire que quelque part, on ne s'y intéresse pas. Alors qu'il y a des études qui montrent qu'en sortie d'hôpital, notamment, il y a des taux qui sont beaucoup plus importants. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à apporter aujourd'hui, à remettre un petit peu toutes ces normes sur la table et à se poser de l'incidence de l'activité humaine sur la qualité de l'eau, de la ressource en eau? Yves Lévy. Oui, non. La problématique des médicaments est très intéressante parce que c'est un élément de plus de reflet de l'activité humaine. Nous utilisons des produits chimiques, en l'occurrence des médicaments. Ces médicaments nous soignent, améliorent notre santé. Et puis ensuite, nous les éliminons dans nos urines, ça part dans l'environnement. Pour les hôpitaux, on crache dans leurs égouts. Tout ça part dans les stations d'épuration, est plus ou moins bien traité selon la station d'épuration. Quand il y a des stations d'épuration, finit dans l'environnement. Bien. À partir de là, on trouve parfois quelques traces dans certaines eaux potables, enfin dans les pays développés. Ce qui veut dire qu'il y a certaines molécules qui arrivent à franchir les filières de traitement, ce qui était déjà le cas pour les pesticides, pour des plastifiants, pour d'autres choses. Donc on a cet ensemble-là. Mais il ne faut absolument pas dire qu'on ne s'y intéresse pas. Il y a en France un plan national résidus de médicaments dans l'eau. Il y a des programmes de recherche européens. Donc il y a plein de gens qui bossent sur ce sujet-là. Pourquoi aujourd'hui on ne le met pas dans la réglementation? C'est parce que le consensus scientifique n'est pas suffisant pour être capable de dire aujourd'hui mettons une norme à telle valeur. Donc on pourrait très bien décider, et pas uniquement pour les médicaments, aussi pour les plastifiants qui sont tout aussi embêtants, pour d'autres catégories de molécules, on pourrait très bien dire par exemple mettons une valeur limite arbitraire. Ce qui a été fait pour les pesticides, par exemple, puisqu'aujourd'hui en Europe, il y a une norme unique pour tous les pesticides, qu'ils soient très toxiques, peu toxiques, tout ça n'a pas d'importance. On a décidé de mettre une norme à la limite de dosage de ces molécules, ce qu'on appelle une mesure de gestion. On pourrait faire la même chose pour les médicaments. Mais quand on dit les médicaments, c'est une généralisation qui ne marche pas, parce qu'entre un antibiotique qui n'est pas très toxique, sauf pour les bactéries, ou un anticancéreux qui est très dangereux, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a beaucoup de réunions, beaucoup de congrès, beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet-là, et il y a eu vraiment toute une série de consensus au niveau européen pour dire que le sujet n'est pas encore suffisamment mûr pour être capable de mettre en place des mesures sérieuses. Néanmoins, ça veut dire que par rapport à l'ensemble de ces micropolluants, les usines d'eau doivent anticiper les décisions et mettre en place des traitements adaptés. Ce qui veut dire que dans les usines, on met du charbon actif, des membranes, de l'ozone, toute une série de traitements sophistiqués qui permettent de réduire au maximum ces molécules. Oui, Emmanuel Poilane. Si vous me permettez de réagir à ça, nous, en tant que société civile, ça donne un petit peu l'impression que pendant qu'on réfléchit, pendant que les scientifiques réfléchissent, il ne se passe rien. Et comme on sait qu'en face des scientifiques, on a des acteurs économiques qui, eux, essaient de faire les choses dans le respect de la norme, au moindre coût pour avoir quand même des marges suffisantes, on peut se poser la question en tant que citoyen de savoir si réellement il y aura cette ambition de mettre des membranes et d'autres processus. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, en France, on a quand même une eau du robinet à 2 vitesses. On a des zones urbaines qui sont très organisées, très structurées, qui ont besoin d'avoir une eau très contrôlée. Puis on a un ensemble de zones rurales où en fait les contrôles sont beaucoup moins réguliers et où les obligations me semblent un petit peu plus tranquilles par rapport à ça. Donc comment on réfléchit ensemble, comment on repose ensemble ces réflexions-là. C'est pour ça qu'avec 60 millions de consommateurs, on propose des assises de l'eau, peut-être pour se reposer ces questions-là tous ensemble. Alors il est remarquable qu'effectivement ce sont apparemment les zones les moins urbaines qui sont, semble-t-il, les moins bonnes en termes de pollution de l'eau et qui ont demandé le plus de dérogations. Alors, Sylvain Victor.
Je veux juste réagir sur on va dire le foisonnement de produits qu'on utilise aujourd'hui. Moi, je m'occupe plus de l'agriculture, donc au niveau des produits phytopharmaceutiques, enfin les pesticides. C'est vrai qu'il y a des nouvelles molécules qui sont élaborées aujourd'hui avec des dosages moins importants. Donc au niveau des tonnages, on va dire utilisés, ça diminue. Mais on arrive à des molécules où la détection de ces molécules-là commence à poser des problèmes. Donc effectivement, on a l'impression qu'on utilise moins de produits, donc voilà, on a l'impression que ça progresse. Mais d'un autre côté, comme ce sont des molécules qu'on a du mal à les détecter ensuite au niveau des analyses, il y a peut-être une réflexion aussi à mener. C'est quand on met en place, on va dire, des médicaments ou des substances, peut-être qu'avant de les rejeter dans le milieu naturel, et puis après donc d'avoir l'obligation de mettre des systèmes de traitement pour faire de l'eau potable, c'est voir un petit peu si on ne peut pas les stocker avant de les disperser. Alors en fait, elles sont rejetées systématiquement, en fait, en plus ces molécules, par les urines, comme l'a dit Lévi tout à l'heure. Et donc on est certain qu'elles vont se retrouver dans l'eau un jour ou l'autre. Et ensuite, on voit qu'avec les produits chimiques, il y a aussi la procédure REACH en Europe, qui remet en cause un peu tout l'aspect pollution de toute une série de produits chimiques. Est-ce que ça touche également l'eau ou pas du tout? Et est-ce que finalement les nouvelles molécules qui peuvent apparaître du fait des médicaments, eh bien on en fait une analyse ou pas, Yves Lévy? Oui, non, il ne faut absolument pas focaliser sur les médicaments. Les médicaments ne sont qu'un des éléments du reflet de notre activité moderne. Donc, bon, c'est un sujet qui est très intéressant parce que ce sont des molécules qui ont été construites spécialement pour leur activité biologique. Mais il y en a plein d'autres autour de nous qu'on fréquente tous les jours et qu'on va retrouver dans l'environnement, qui, avec le lessivage de sol, finissent par arriver dans les ressources en eau. Et donc, la biologie, qu'elle soit au niveau des systèmes aquatiques, c'est-à-dire les poissons, les crustacés qui sont exposés à tout ça, ou qu'elle puisse être à travers un consommateur d'eau qui boira une eau qui n'a pas été suffisamment traitée, la biologie, elle ne s'intéresse pas à la molécule spécifiquement, elle s'intéresse au mélange de ce qu'on perçoit. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on s'intéresse à la globalité. Sauf qu'il y a quand même des molécules qui sont là depuis plus longtemps et auxquelles on a été confronté pendant très longtemps justement, et dont on a une petite idée de l'impact ou pas sur l'organisme humain, ce qui n'est pas forcément le cas. Non, on n'a pas une idée suffisante et c'est vraiment un des grands enjeux de la science aujourd'hui qui est de travailler sur les faibles doses avec une exposition chronique et avec des mélanges. Parce que finalement, il y a de la toxicologie individuelle qui est faite molécule par molécule, ce qu'on va trouver dans le programme REACH, on va analyser chaque molécule. Or, la réalité de la situation du terrain, c'est le mélange. Et donc, ce qui est très intéressant, justement, c'est être capable, en laboratoire ou avec des modèles, de prédire ce que pourrait être l'impact pour la santé d'un homme qui va boire 1 litre d'eau ou 2 litres d'eau par jour pendant 70 ans avec ce mélange de molécules. Et là, on atteint des limites de la toxicologie qui sont extrêmement complexes et c'est là-dessus qu'on travaille dans nos laboratoires, ce qu'on a bien essayé d'expliquer dans le livre pour que les gens comprennent bien cette complexité des choses. Et là, ça devient très intéressant. C'est-à-dire qu'on a perdu un peu, heureusement, dans les pays développés, l'époque des grandes épidémies microbiologiques. Et quand on parlait tout à l'heure de ces petites communes rurales, c'est souvent des dépassements de normes à cause des problèmes de microbiologie, parce que les stations ne sont pas forcément assez bien équipées, ou la surveillance n'a pas été suffisamment bonne. Quelquefois des dépassements de pesticides, parce qu'elles sont justement en zone rurale où il y a beaucoup de pesticides utilisés. Et donc là, au passage, l'arsenic, ça vient d'où? Alors l'arsenic, il est naturel, hein, à moins qu'on se trouve à côté d'une mine où il y a eu un traitement en particulier, c'est de la contamination qui vient des roches naturelles. Et donc en fait, depuis très longtemps, cette contamination par les micropolluants a fait que les grosses usines qui avaient la nécessité de pomper dans des ressources d'eau superficielles ont été obligées de mettre en place des traitements de protection. Et à côté de ça, il faut absolument s'intéresser aussi à l'assainissement, qui est le traitement des eaux d'égout, dans lesquels arrive tout ce qu'une ville est capable de générer chaque jour en termes de quantité de molécules. C'est absolument hallucinant tout ce qui peut être craché par une ville moderne aujourd'hui. Et on demande à des bactéries, en quelques heures, de dégrader tout ça. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit que, quels que soient les pays du monde, c'est la même chose, la biologie naturelle n'arrive plus à tout éliminer. Surtout quand les chimistes ont inventé des molécules indestructibles. Donc on leur a demandé de fabriquer des molécules indestructibles, comme par exemple les PCB, le pyralène qu'on met dans les transformateurs électriques. Et après, on s'étonne qu'elle soit devenue indestructible. Donc notre activité humaine moderne, avec tous les bienfaits que ça a pu apporter, ne négligeons pas tous ces aspects-là, s'aperçoit aujourd'hui qu'elle s'auto-intoxique par ces rejets qui deviennent pratiquement indestructibles. Emmanuel Poilade. Dans la réflexion citoyenne toujours, au regard de ce que vous venez de nous expliquer, quand on a mené la grande enquête avec 60 millions, on s'est posé la question de savoir à quel moment on allait pouvoir passer sur des normes de traitement,
d'analyse biologique plutôt que sur des normes physico-chimiques. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on cherche tel ou tel produit, et si on ne le trouve pas, de façon spécifique, on dit l'eau est potable. Alors que peut-être que si on faisait une analyse biologique de toxicité, peut-être qu'on verrait que l'eau est toxique sans Absolument. savoir vraiment pourquoi. Donc cette réflexion-là devrait aussi être posée sur la table dans la réflexion sur les normes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de ce que vous dites qui fait référence un peu, ou qui fait penser au dopage, où là aussi, ça dépend la façon dont on cherche, ce que l'on cherche, et les connaissances ou l'état des choses, l'état des lieux à un moment donné est très lié aux connaissances, aux techniques d'analyse, etc. Et donc les conclusions sont très variables suivant les époques, et on voit qu'aujourd'hui des analyses faites il y a très longtemps se révèlent positives au dopage alors qu'elles ne l'étaient pas à l'époque, parce que justement tout a changé en termes d'analyse. Yves Lévy. Oui, absolument. Dans les laboratoires d'analyse en général, et de l'analyse de l'eau et de l'environnement en particulier, les couplages de ce qu'on appelle la chromatographie avec la spectrométrie de masse a permis d'atteindre des limites de détection incroyables qui permettent, dans un mélange aussi complexe que peut-être une eau d'égout, d'aller identifier une molécule spécifique. Donc effectivement, on trouve de tout partout. À partir de là, il faut adopter un raisonnement intelligent pour dire c'est pas parce que j'ai trouvé quelques nanogrammes de telle molécule que le monde va s'écrouler. Il faut passer à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet biologique. Et donc, parfois, certaines personnes sont déçues parce que dans nos laboratoires, on étudie des extraits d'eau par rapport à des tests biologiques. Les gens nous disent, vous n'avez rien observé, c'est que votre test n'est pas assez sensible. Parce qu'on voudrait absolument montrer que le produit chimique est toxique. Ben non, il a une dose qui est tellement inférieure à son seuil d'action qu'il n'y a pas d'effet biologique. Mais entre le test en laboratoire sur des poissons, des crustacés ou autres, et l'impact que peut avoir tout cela dans notre vie sur le développement de l'homme jusqu'à son âge adulte, il y a une marge très difficile, et c'est là où la science a besoin de beaucoup progresser. Et donc on sent là, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette arrivée du besoin de tests biologiques qui viennent s'additionner aux analyses physico-chimiques, qui bouge de manière très importante depuis 4-5 ans, un peu partout dans les pays développés, et qui va finir par aboutir. Mais il faut que la science progresse, parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, tremper n'importe quelle bestiole dans l'eau, et dès qu'elle va avoir une patte qui va bouger, dire que c'est extrêmement toxique. Et en parallèle, et là on rejoint le citoyen que nous sommes tous, c'est-à-dire qu'en parallèle, les gestionnaires de l'eau doivent anticiper tout ça, et pas attendre 10 ans ou 15 ans que la toxicologie donne des réponses, pour investir dans des usines, investir dans des systèmes de traitement qui vont coûter très cher et qui coûtent très cher à nous tous. Donc, gérer au mieux la ressource, empêcher la pollution de la ressource, ça, c'est le meilleur signal. Agathe Zen. Oui, non, il me semble que cette discussion révèle vraiment le fait que l'eau que nous buvons être complètement intégrée à un cycle, et même à plusieurs cycles. À la fois le cycle de la société, le cycle de l'évolution des technologies, des découvertes réalisées par les scientifiques, et chacune étant avec des repères de temps différents. Donc le consommateur, lui, quand il ouvre son robinet dans l'instant, veut être assuré d'avoir une eau de bonne qualité tout de suite. Et donc, par sa non-connaissance de l'ensemble de ces informations, par la force des choses, il peut être inquiet. Et en même temps, je pense qu'il peut être rassuré du fait que s'il n'y a pas eu d'information leur interdisant de boire l'eau du robinet, c'est que toutes les précautions ont été prises malgré tout en amont pour qu'il n'y ait absolument aucun incident sur leur santé. Et s'il y a un dépassement de normes à un moment donné, ce n'est pas pour autant que leur santé est mise en danger. On voit bien comment sont construites les normes, ce qui était évoqué. Il faudrait boire pendant 70 ans cette même eau contaminée 2 litres par jour pour éventuellement avoir des effets sur sa santé. Et encore, en fonction de son poids, de son sexe, de sa maladie, etc. De quel cas de figure? Là, c'est n'importe quel consommateur qui boit de l'eau et... Marqué boire 70 ans de litres d'eau par jour, c'est ce qu'on fait en général. Oui, mais vous buvez pas la même eau. Vous ne buvez pas toujours si j'habitais au même endroit et que j'aurais pu très bien... À une époque, d'ailleurs, les gens étaient moins mobiles et pouvaient boire pendant 70 ans la même eau. Tout à fait. Eh bien, la société dans laquelle nous sommes montre que nous vivons dans une société de plus en plus aseptisée.
et que nous sommes de moins en moins à même d'intégrer des événements peut-être qui font que on tolère beaucoup moins un certain nombre de choses relatives à la qualité. Donc je pense pas qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut parler aussi d'aujourd'hui, on prenne des risques, et au contraire il y a des systèmes de précaution par rapport aux gestionnaires et aux décideurs qui font que ils vont pas prendre le risque d'aller contaminer qui que ce soit, et donc ils vont dire non, là pour le moment on propose une alternative où on va intervenir pour assurer une bonne santé pour le consommateur. Alors par exemple, si on prend l'exemple que j'ai sous les yeux, donc de ce que je disais en introduction, avec cette communication de l'ARS, je reçois cette eau à 11 microgrammes d'arsenic par litre, supérieur à la limite de 10. Quel est le risque à boire cette eau, Yves Lévy? Est-ce qu'il y en a un, ou est-ce que c'est une précaution purement bureaucratique et pour se protéger d'éventuelles conséquences? Pas du tout. C'est un cheminement très sérieux dans lequel l'Agence régionale de santé fait l'analyse, détecte un dépassement de normes. Normalement, elle fait une contre-analyse immédiate pour vérifier ce qui se passe. Si la non-conformité se confirme, à partir de ce moment-là, le préfet est averti, le maire est averti, car le maire est responsable de l'eau dans sa commune. Et la décision doit être prise. Que faisons-nous? Il y a un dépassement de normes, il est dans une certaine limite, donc le risque pour la santé humaine n'est pas important. Néanmoins, il va falloir faire quelque chose le plus rapidement possible. Et le quelque chose va être en fonction du degré de gravité. C'est-à-dire que si vous aviez eu 15, 20 ou 30 microgrammes par litre, on aurait dit on va avertir la population de ne plus boire l'eau. Mais on ne coupe pas l'eau dans les réseaux, parce que si on coupe l'eau dans les réseaux, les canalisations vont s'écrouler, il n'y a plus d'eau pour l'incendie, etc. Donc on avertit les gens de ne plus boire l'eau. S'il y a une valeur qui est très faible, le maire a le devoir d'investir dans sa commune pour traiter l'eau et que le citoyen ait une eau qui redevienne conforme aux normes. Et donc, par conséquent, je ne sais pas depuis combien de temps la situation est là. Plusieurs années. D'ailleurs, mais à partir de là, l'eau de votre réseau est toujours déclarée non conforme. Oui, ce qui n'est pas normal. Entendre que c'est pas la première fois. Et donc, il serait intéressant de poser la question à Monsieur le maire en disant, Monsieur le maire, pourquoi n'avez-vous pas mis en place un traitement? Ce à quoi le maire peut très bien dire, nous sommes une petite commune, nous n'avons pas les moyens de faire tout ça, il faut des subventions pour y arriver, il va falloir construire une usine spéciale qui va coûter tant de millions, je n'ai pas les millions actuellement, dans 2 ans, la chose est prévue, je ne sais pas, mais c'est le maire qui peut répondre. En tout cas, le système de contrôle sanitaire a fonctionné, avertit la population et avertit les autorités. Absolument. Emmanuel Pollan, ces dérogations, on peut quand même se demander jusqu'où elles peuvent aller. C'est-à-dire, est-ce que dérogation est très ouvert comme terme? C'est-à-dire qu'on dépasse les seuils autorisés, mais de combien? Donc, toute la question pour nous, dans le regard qu'on porte sur les dérogations, sur les interdictions, c'est l'information. C'est-à-dire que dans le cadre de la loi de 2006, la France a fait le choix de mettre en place un observatoire de l'eau, qui a été mis en place en 2008 à partir d'un système qui s'appelle SISPA, qui développe 40 indicateurs de performance du service de l'eau, qui va du prix, en passant par l'entretien des réseaux, jusqu'à la qualité de l'eau. Aujourd'hui, cet observatoire est relativement vide, parce que les collectivités ne le remplissent pas. Et donc, on peut se poser la question de l'intérêt de nos collectivités sur la question de l'eau, alors qu'on sait pertinemment que l'intérêt des citoyens sur l'eau du robinet est réel. Et donc, à partir de là, nous, ce qu'on essaye de promouvoir avec 60 millions et la Fondation, c'est d'engager les citoyens à participer sur prixdel'eau.fr, à partager mieux cette information et à faire que leur collectivité, leur maire, s'intéressent à ces questions-là et partagent l'information sur un plan national. Le problème de l'eau dans notre pays en termes de qualité, c'est que les moyens financiers sont très différents d'une collectivité à l'autre. Il n'y a pas de péréquation globale pour le financement d'un vrai bon service de l'eau. Donc on a des choses qui sont bonnes globalement, mais qui sont disparates d'une ville à l'autre ou d'une commune à l'autre. Et donc, on a besoin d'avoir une information globalisée sur le plan national avec ces 40 indicateurs de performance pour imaginer que l'État, que les régions puissent participer à prendre des décisions plus globales qui amènent quelque chose de plus, de plus concret pour chacun d'entre nous sur une vision qui est encore assez éclectique. On a beaucoup parlé de la privatisation de l'eau. Là, on voit qu'il s'agit de syndicats intercommunaux. C'est peut-être pas non plus ce qui facilite la perception de qui est responsable par le citoyen.
dans tous les cas, ce sont les élus qui sont responsables. Qu'ils soient dans le cadre d'une régie ou dans le cadre d'une délégation de service public, c'est l'élu qui est responsable. Et pour nous, c'est ça qui est important, c'est de faire que le citoyen engage son élu à faire en sorte que son élu mette la priorité sur la question de la ressource en eau. Vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture. Nous débattons aujourd'hui autour de la question « L'eau que nous buvons est-elle potable ?» avec nos invités Agathe Zen, anthropologue chargée de recherche au CNRS, Yves Lévy, professeur de santé publique environnement à la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Sud, Emmanuel Poilane, directeur général de la Fondation France Liberté, et Sylvain Victor, chef de service eau souterraine et agriculture à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Justement, Sylvain Victor, sur les moyens d'action, la dernière partie de cette émission, en général, on essaie d'avoir un peu une perspective sur l'avenir du sujet que nous venons d'aborder. Alors, il y en a un qu'on évoquera, l'avenir de ceux qui ont des petits problèmes du robinet, c'est de boire de l'eau en bouteille. Mais on verra que c'est pas forcément la panacée et qu'il y a aussi des surprises de ce côté-là. Mais du côté de la ressource en eau, quels sont les actes d'action qui sont possibles pour l'avenir de votre point de vue, Sylvain Victor ? Eh bien, quand on parle de responsabilité des élus, effectivement, c'est eux qui sont responsables de l'eau distribuée. Et c'est pour ça qu'ils peuvent agir de façon curative derrière. C'est-à-dire, soit on met une usine de traitement, soit on abandonne le captage et on en fait un autre, soit on fait de l'interconnexion pour diluer l'eau. Ça, c'est la partie, on va dire, où on n'a pas le choix et puis on agit curativement. Nous, ce qu'on milite, c'est bien sûr d'agir de façon préventive, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait de la pollution d'origine humaine, en tout cas, qui arrive dans les ressources en eau. Ici, il faut voir que la France agit depuis déjà 1902, je crois, pour la création de périmètres de protection de captage qui doivent être instaurés autour des captages. Donc à l'origine, c'était plutôt par rapport à des pollutions accidentelles ou ponctuelles. Et c'est vrai qu'avec l'évolution de nos activités humaines, aujourd'hui, le gros problème que nous avons, c'est ce qu'on appelle les pollutions diffuses, c'est-à-dire l'utilisation de produits on va dire par tout le monde, enfin notamment par le monde agricole, qui sont les nitrates et les pesticides, qui sont épandus sur des surfaces énormes, et où là, on ne peut pas mettre un stockage pour récupérer en gros ce qui est fait. Ça s'en va dans les sols, et après, on a un petit peu du mal à les récupérer. Là, la protection du point de captage n'est pas suffisante. Voilà, on va dire le périmètre de protection n'est pas suffisant pour préserver la ressource en eau en tant que telle de ce type de pollution. Et ici, on se heurte justement au développement des activités économiques. C'est-à-dire que lorsqu'aujourd'hui, on demande aux agriculteurs de faire des efforts, pour eux, ils le vivent comme des contraintes, parce qu'en gros, on vient mettre notre nez dans leur manière de produire. Et aujourd'hui, en gros, leur revenu dépend du rendement. Et en gros, pour avoir un rendement important, ils mettent des nitrates pour mettre des engrais et puis des pesticides pour protéger les plantes, pour assurer le rendement maximum. Malheureusement, il y a une partie de ces produits-là qui risquent d'être entraînés par la pluie et de se retrouver dans les eaux. Et donc nous, quand on leur demande de faire des efforts, ça veut dire un risque de diminuer le rendement et donc de diminuer son revenu. Et là, aujourd'hui, on a un petit peu un déficit de réponse parce que, on va dire l'analyse qu'on peut en avoir, c'est que l'activité économique fonctionne pas à la même échelle de temps. Il fonctionne à un court terme et il pense son rendement, on va dire, sur 5 ans ou 10 ans. Alors que la ressource en eau et la préservation, c'est pour les générations futures. Mais en gros, les générations futures, on les voit pas, quoi. C'est pour plus tard. Donc, il y en a qui appellent ça les enfants ou la descendance. Et voilà. Et ce souci du bien commun et des générations futures, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu une perte par rapport à ce souci-là, au profit justement du court terme et du chacun pour soi, quoi. Alors, Agathe Zen en particulier, ce qui est remarquable, c'est que les agriculteurs dont on parle sont ceux qui vont boire eux-mêmes d'ailleurs l'eau en général de leur région et qui donc est le résultat de ce qu'eux y ont mis ou leurs parents ou leurs grands-parents. Voilà, effectivement, c'est vraiment l'affaire de tous et on est tous directement concernés car on est tous à la fois constitués de plus de 60-70% d'eau et en même temps on en consomme tous les jours. Mais il faut savoir que finalement les 2%, les 2 litres que l'on consomme par jour ne représentent que 1% de la consommation totale que l'on peut avoir sur une journée. En France, on évalue à peu près à 120 litres par jour et par personne la consommation d'eau. Or, en termes de
quantité, on en a. Et on a une eau de bonne qualité pour la majorité des usages que l'on fait de cette eau-là. Ce qui ne veut absolument pas dire de la nécessité d'avoir une eau de très bonne qualité pour prendre aucun risque pour la santé. Mais justement, de la question de la perception que l'on a de la qualité de l'environnement, de l'eau dans l'environnement, et faire la connexion avec finalement son robinet, c'est rarement le cas. D'où, comme vous dites, un agriculteur qui, lui, va consommer effectivement de l'eau, je pense que de plus en plus, ils sont conscients des problèmes que posent éventuellement leurs activités, et que, je dirais, dans leur pratique culturelle, ils commencent de plus en plus à intégrer cette dimension-là. Même si, entre la contrainte d'avoir un rendement de plus en plus grand, le fait de dépendre de conditions climatiques qui sont pas toujours gérables, donc qui peuvent créer des ruissellements et qui après peuvent avoir des conséquences au niveau du prélèvement, etc. Voilà, là aussi on est dans l'idée de cycle, de responsabilité, et il me semble qu'on est malgré tout dans une prise de conscience de plus en plus grande de ces questions-là, d'efforts qui sont réalisés à chacun des niveaux. Effectivement, il faut les poursuivre, mais je crois qu'il ne faut pas voir les choses de façon trop négative. Et surtout en France, on a quand même la chance, en disponibilité de l'eau, on en a. Ce qui n'est pas le cas dans la majeure partie du reste du monde. Là, il faut le voir aussi. Absolument. Et Emmanuel Pollade, je voulais quand même qu'on parle de cette alternatives qui sont les bouteilles d'eau qui se développent beaucoup. La France est pas mal classée dans la liste des pays qui sont des gros consommateurs de bouteilles d'eau minérales ou autres. Dans l'enquête que vous avez faite avec 60 millions, il y a également un aspect sur ces bouteilles et sur le fait que l'on y trouve également, quand on analyse cette eau, autre chose peut-être que ce que l'on imaginait y trouver. Oui, c'était une surprise d'ailleurs pour nous. C'est une étude qui est mise en question par certains, ce qu'on peut entendre. Nous, ce qui nous intéressait dans cette opération, c'était de montrer que le grand cycle de l'eau, il évolue de façon directe, en lien avec les activités humaines. Et donc, le regard qu'on porte sur l'eau en bouteille aujourd'hui doit évoluer aussi, puisqu'on ne pourra pas demain avoir une eau en bouteille de grande qualité si on n'a pas une ressource en eau de grande qualité de façon globale. Il y a déjà des embouteilleurs qui se trouvent dans des conditions complexes, puisqu'ils ont, eux, l'interdiction de traiter l'eau, et en fonction des zones dans lesquelles ils les prennent, c'est plus ou moins facile d'avoir une eau qui correspond aux critères qui permettent de mettre en bouteille. On sait par exemple qu'Evian fait un travail très important de protection de la ressource en eau en amont de sa mise en bouteilles, en rachetant les terres agricoles, ou en travaillant avec des subventions avec les différentes collectivités. Je pense que c'est important de s'arrêter sur ce point-là, c'est qu'on a aujourd'hui des exemples suffisamment frappants, soit d'entreprises, soit de collectivités comme Paris, comme Munich, comme Grenoble, qui ont fait ce travail très long de prise de conscience des acteurs de la commune, des différentes communes, des citoyens eux-mêmes, et qui ont réussi par un travail de moyen, de long terme, à transformer le mode de relation de protection de la ressource en eau par les citoyens eux-mêmes. Et moi, je pense vraiment que politiquement, on doit avoir des décisions importantes à mettre sur la table pour faire en sorte que ce ne soit pas juste 1-2 tests par-ci par-là, mais qu'il y ait une obligation demain de faire en sorte que sur un cercle plus grand pour la protection des zones de captage, il y a une obligation des collectivités, une obligation de l'État de mettre en œuvre des activités humaines qui soient moins dangereuses pour la qualité de la ressource en eau. Sylvain Victor. Oui, juste par rapport à ces changements qui sont nécessaires. Donc j'ai beaucoup parlé d'agriculture parce que c'est le domaine dont je m'occupe, mais il y a encore des efforts à faire au niveau industriel et au niveau de l'assainissement des collectivités, parce que on va dire les tuyaux d'assainissement, ça s'use et il faut toujours les réhabiliter, donc on aura toujours de la réhabilitation à faire à ce niveau-là. Mais il faut bien voir que on va dire si l'ensemble des industriels ou des activités économiques comme les agriculteurs ont modifié leurs pratiques, c'est aussi pour diminuer les coûts de vente de leurs produits. C'est-à-dire que ce qu'a gagné le consommateur au niveau de l'achat des denrées alimentaires, je crois que ça, au niveau du panier de la ménagère, on est passé peut-être d'un quart,
qui était consacré à l'alimentation à peut-être 10% aujourd'hui. Donc on a gagné presque 15 ou 20% pour les loisirs et tout ce qu'on veut. Ça s'est fait, on va dire, grâce à tous ces développements de nouvelles techniques qui, aujourd'hui, on voit que ça a des conséquences. Donc revenir en arrière, ça voudra peut-être dire aussi qu'il faudra peut-être payer les produits un peu plus cher. Ça, il faut que le consommateur, on ne pourra pas tout avoir pour le même prix, quoi. Pour quelle raison? À cause d'investissements nécessaires pour purifier l'eau Si vous prenez aujourd'hui un des cahiers des charges qui pour nous, présente le plus de garanties, c'est l'agriculture biologique. En gros, comme ils ont, dans leur cahier des charges, ils ont l'interdiction d'utiliser des produits pesticides, des produits phytopharmaceutiques, la garantie, on n'en aura pas parce qu'ils n'en utilisent pas. À partir du moment où on n'utilise pas des produits efficaces, on va dire qu'ils ont aussi l'interdiction d'utiliser des engrais de synthèse. On va dire le rendement est souvent divisé par 2. Parce que les cultures, donc on doit choisir des variétés plus résistantes aux maladies, et les cultures plus rustiques sont un petit peu moins productives. Et donc si sur un hectare vous produisez 40 au lieu de 80, alors que vous payez les mêmes charges pour l'hectare, nécessairement si vous ne vendez pas le produit plus cher, ça veut dire que vous avez votre revenu qui divise par 2, quoi. Ça c'est quand même un grand débat, l'agriculture écologique, son rendement réel, le potentiel qu'elle a. Oui, je pense qu'il y a des améliorations à faire. L'agriculture biologique, ou en tout cas cette technique-là, n'a pas été beaucoup accompagnée pendant les 30 ou 40 dernières années. Et il y a le ministre de l'Agriculture lance l'agroécologie qui rejoint un petit peu ces principes-là. Il y a des efforts à faire, mais c'est beaucoup plus technique que d'utiliser un produit magique qu'on épand sur le champ. Ça demande beaucoup plus de travail. Yves Lévy, sur l'information du consommateur, c'est-à-dire de nous tous, sur cette qualité de l'eau, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez qu'elle est suffisante ou est-ce qu'il faudrait l'améliorer ? La directive européenne impose à tous les États membres d'envoyer avec la facture d'eau une notice d'information qui comprend les analyses. Bon, le problème, c'est les gens qui habitent dans des immeubles collectifs et qui ne voient pas arriver cela parce qu'ils ne payent pas la facture d'eau directement, ils payent les charges à leur syndic et donc ils ne voient pas forcément ça qui peut être affiché dans leur immeuble. Donc on peut toujours se renseigner à la mairie puisqu'il y a obligation aussi pour les mairies d'afficher la qualité de l'eau dans la mairie. Et c'est très important que les gens se renseignent parce que même sur le site internet du ministère de la Santé, on peut interroger sa commune et connaître les moyennes d'analyse de l'eau ou les dernières analyses de l'eau qui sont saisies au niveau du ministère. Donc il y a une quantité d'informations colossale qui permet justement de faire ces rapports qui sortent dans la nature assez régulièrement et qui permettent de montrer qu'effectivement tout n'est pas parfait en France métropolitaine et qu'il y a des dépassements de normes qui sont de l'ordre de, je ne sais plus combien, 8-9%, quoi. C'est pas énorme. Pour les gens qui voyagent dans le monde et qui ont l'habitude de se promener dans beaucoup de pays où on sait qu'on ne boit jamais l'eau du robinet, on s'aperçoit que la France n'est pas une chance. La France a investi depuis des dizaines d'années et a d'ailleurs fait des industriels qui sont des leaders dans le monde pour avoir une eau de qualité. Donc effectivement, tout n'est pas parfait. Au point d'ailleurs de ne plus avoir d'eau non potable, de certaine façon. Aussi, malheureusement, il reste des endroits où l'eau est non potable, et je pense en particulier à nos concitoyens des territoires d'outre-mer, et en particulier en Polynésie ou en Guyane, où un pays comme la France, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine de la qualité d'eau, n'est pas encore capable d'offrir de l'eau potable à tous les habitants de Polynésie. Alors bien sûr, c'est pas, tout le monde va dire c'est compliqué, il y a des archipels, les gens sont loin, etc. Il n'y a pas de raison qu'un citoyen français de Paris ou de Grenoble n'ait pas la même qualité d'eau qu'un citoyen de Bora Bora ou de Guyane. Donc vous voyez, on a encore des efforts sérieux à faire pour mettre tout le monde devant le même niveau de qualité. Mais si on relativise tout ça par rapport à la vision mondiale des choses, il est clair qu'en Europe en général, les efforts qui ont été faits, les directives européennes, les efforts d'investissement qui ont été faits permettent quand même d'avoir une eau qui garantit une bonne qualité sanitaire pour la très grande majorité des citoyens. Et il reste des points noirs, et ces points noirs, il faut les détecter, il faut les aider et il faut investir. Emmanuel Poilade, justement, votre site a un petit peu cette vocation de rassembler l'information et peut-être de ce fait de pouvoir peser sur les collectivités ou sur les décideurs en la matière. Oui, ce qu'on voudrait surtout, c'est peser sur les citoyens pour faire en sorte que les citoyens se rendent compte du fait que l'eau du robinet aujourd'hui est quand même de très bonne qualité dans notre pays, que plus on a d'informations sur les petits aléas, plus on est confiant de la boire quand tout va bien. Et puis l'eau, c'est un paradoxe, c'est quand même le seul produit où on accepte de payer de 300 à 6 000 fois plus cher pour boire de l'eau en bouteille plutôt que de boire l'eau du
du robinet. Donc là, ce qui prouve quand même un problème de relation avec l'eau du robinet. C'est peut-être un problème de publicité aussi, parce qu'il y a des moyens publicitaires qui sont donnés à l'eau en bouteille qui sont extrêmement puissants. Et aujourd'hui, nous, on engage les citoyens français à boire de l'eau du robinet, à faire des économies sur l'eau en bouteille et à l'investir dans autre chose. Agathe Zen. Oui, non, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir la représentation que l'on donne à cet élément, un élément sacré. Et la question de la pureté est particulièrement bien vendue, notamment d'un point de vue commercial. Une eau qui sort de la nature, qui sort d'un lieu complètement immaculé, une eau sacrée. Et donc, on a cette représentation et donc on croit. Où on a envie de boire cette eau qui va nous faire que du bien, nous purifier, nous régénérer. Et donc, selon les moments de la journée, selon les moments de la vie... Là, vous parlez de l'eau en bouteille plutôt que de l'eau du robinet. Ça, c'est l'image que vous décrivez. Eh ben, c'est celle de la publicité pour les eaux en bouteille. Alors que c'est l'élément eau en général qui a cette représentation-là. Et le caractère sacré de l'eau a été complètement repris et appropriée par les commerçants, on va dire, d'eau en bouteille, mais elle est tout aussi valable et elle a ce même sens par rapport à l'eau du robinet. Regardez l'eau du Gange. On parle d'une autre eau, c'est de l'eau du milieu. Une eau de rivière particulièrement polluée, en revanche, elle a son pouvoir de purification tout aussi important. Donc ça voudrait dire ne plus être sensible aux arguments des vendeurs d'eau en bouteille ou de l'appliquer, d'appliquer ces mêmes arguments pour l'eau du robinet. C'est relativisé et la valeur que l'on peut accorder à celle de l'eau du robinet est tout aussi grande que celle qu'on peut apporter à l'eau dans l'environnement de façon générale. Eh bien, voici la fin de cette émission. Merci beaucoup à Agathe Zen, Yves Lévy, Emmanuel Poilane et Sylvain Victor d'avoir participé au débat de Sciences Publiques. Sur le site de l'émission, vous trouverez des références de sites internet et de livres sur l'eau, en particulier l'ouvrage collectif dirigé par Agathe Zen et Yves Lévy, intitulé « Tout savoir sur l'eau du robinet », paru en 2013 chez CNRS Éditions. Toujours sur le site de l'émission, vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la podcaster pendant 1 mois. La semaine prochaine, vendredi 19 juillet, vous retrouverez Sciences Publiques pour la dernière fois de la saison. Nous vous convierons ainsi au dernier club Sciences Publiques avant les vacances et la grille d'été de France Culture. Le thème sera ambitieux puisqu'il s'agira de la question « Peut-on prédire sans comprendre ?» Nous verrons avec notre invité spécial, Hervé Zwirm, comment a évolué la notion d'émergence au cours des dernières décennies. Nous tenterons de comprendre pourquoi il est possible de maîtriser le comportement des parties d'un système tout en étant incapable d'en prédire le fonctionnement global. Un obstacle lié à la complexité qui concerne pratiquement tous les domaines de la science. Sciences Publiques, Dany Journeau, Jean Frédérix, Marie Dalquier, Michel Albergan.